Eh ben bonjour, bonsoir aux postiens, aux postiennes. On est à quelques semaines de la Coupe du Monde dans l'Amérique de Trump. Ouais, ça fait moins rigoler. Mbappé d'ailleurs s'est exprimé publiquement dans Vanity Fair contre l'extrême droite. Ça n'a pas du tout plu sur CNews. Et donc j'ai pensé, vu ce contexte que je viens rapidement de rappeler, il y aurait d'autres choses à dire, qu'il était intéressant de parler de foot, de parler de l'équipe de France. Et comme moi, ici, j'ai une émission d'histoire donc qui s'appelle Du passé, faisons table basse, parce qu'il y avait une table basse, hein, maintenant tout le monde le sait. Eh bien, j'ai convoqué l'historien du foot français. Donc, sur le terrain, là, François Darocha-Carnero, tu es défenseur, attaquant ? Plutôt défenseur. Défenseur, bien. Sur les bancs, nous avons Nayan. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Et c'est grâce à lui que ça tourne. Et on ne la voit pas non plus parce qu'elle reste bien au chaud au vestiaire. Mais sans elle, rien ne se ferait. Dame Eurial, qui animera le chat comme à chaque fois. Et donc, sur les gradins, dans la fan zone, vous, les opostiens et les opostiennes. J'en profite pour rappeler qu'à la différence du foot, pas de financement du Qatar pour Oposte. Non. C'est heureux en même temps, sinon ça serait pas la même émission. Donc, je vous rappelle, on a besoin de votre soutien, on a besoin de vos dons, on a besoin de vos abonnements, c'est ça qui fait tenir. Et donc, c'est le moment, s'il vous plaît, aidez-nous pour que le poste continue. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les histoires. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Voilà, ça, c'était, comme tu as dit, mon coup d'envoi. Hein, ça te va ? Oui, ça te bien. va. Alors, François, je vais être super honnête avec toi, comme je vais être super honnête à celles et ceux qui nous écoutent. Je connais pas grand-chose au foot. On va être clair. Non, mais je dis ça parce que quand je prépare une émission, je regarde un peu les interviews de mon interviewé, parce que ça me permet de voir les questions qu'on pose habituellement, etc. Et moi, autant te dire que je vais pas te poser des questions sur la répartition des joueurs en 2-3-5. Mais tu peux. Oui, mais j'y connais rien. Donc, en fait, je ne pose pas des questions que je ne comprends pas. En fait, moi j'ai vu quelques matchs de la Coupe du Monde. La première fois que j'en ai vu un, c'était en 98, comme pas mal de nanas. D'ailleurs, t'en parles dans ton bouquin, je vais y revenir. Je l'ai fêté d'ailleurs, cette victoire. J'étais dans un café lors du coup de boule de Zidane. J'étais dans un café en Italie, donc autant te dire que c'était un peu chaud. Voilà, mais c'est à peu près tout. Alors, c'est pas du tout un mépris, c'est une méconnaissance. Et je pense, et les gens sur le chat, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais c'est très genré, hein. Et moi, je fais partie de ces dernières générations de nanas qu'on a mis à l'écart du foot. À l'écart du foot comme jeu. À l'école, lycée, c'était hors de question que les filles fassent foot. À l'écart du spectacle aussi. À l'écart des discussions quand on parle du foot. Donc, le fêter, j'y connais pas grand-chose. Donc, je vais te poser des questions en historienne. Mais, Très bien. ok. Mais en même temps, c'est en historien que tu abordes le sujet. Oui. Voilà. Tu le dis en intro de ton bouquin, parce que si on est ici, c'est parce que tu viens de sortir un bouquin, je vais y revenir, je l'ai laissé dans mon sac, j'irai le chercher quand tu répondras à la question. Tu viens de sortir un bouquin, je vais présenter les autres aussi, sur l'équipe de France, ça s'appelle Bleu, les Bleus. Et tu le dis en intro. On pourrait se dire « Oh, encore une histoire de l'équipe de France ». Mais tu réponds « Non, il faut dire « Enfin !» une histoire de l'équipe de France. Donc ma première question, pendant que je vais aller chercher le bouquin, c'est qu'est-ce que ça apporte l'histoire, justement, à cette connaissance ? En quoi l'historien traite l'équipe de France différemment des autres personnes qui parlent de l'équipe de France ? Il me semble que ce que ça doit pouvoir apporter, le travail de l'historien, c'est avant tout une profondeur du temps, une profondeur chronologique, qui n'est pas spécialement le propre du travail de journaliste, qui est davantage dans le présentisme, et encore plus certainement avec une actualité sportive qui est débordante et qui change de jour en jour finalement. Le football, c'est un peu l'empire de Charles Quint, c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. On pourrait regarder des matchs de foot tout le temps, tous les jours, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc le travail de journaliste va certainement davantage
s'attarder sur le temps, sur le moment présent, avec éventuellement un regard sur le passé, mais qui se fait toujours au prisme du présent, là où nous, historiens, essayons en tout cas d'éviter toute téléologie et de connaître la fin de l'histoire, même si nous restons des personnes du XXIe siècle. Et donc là, en fait, c'est ta thèse. Toi, tu as fait ta thèse sur l'histoire de l'équipe de France. C'est en partie, c'est inspiré de la thèse. Disons que c'est la deuxième partie de la thèse qui a été retravaillée pour en faire un livre, donc débarrassé de toutes les scories d'historiens que sont les appels de notes qu'on adore, nous, mais bon, c'est vrai qu'à la lecture, ça peut être pénible. Et puis surtout, une très forte réduction, tout en gardant le sens général et en ajoutant quand même aussi un chapitre qui est fondamental, qui est le dernier chapitre, à savoir celui sur les années des champs. Ouais, qui n'était pas dans ta thèse. Qui n'y était pas. Donc je suis allée chercher le livre, donc je le montre. Voilà, donc vous pouvez le voir avec un beau dessin de Fred Sochard, bleu. Et en fait, c'est pas ton premier livre sur l'histoire du foot français. Donc je cite Les Bleus et la Coupe en 2020, Une histoire de France en crampons en 2022, Un peuple et son football en 2023, et donc Les Bleus, tous aux éditions du Détour, évidemment, voilà, qui est une édition indépendance, yes, voilà, qui est mon éditeur aussi. Est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu quel est l'axe de chacun des bouquins pour que celles et ceux qui nous écoutent qui n'en ont aucun, voient celui qu'ils ont envie d'acheter? Les Bleus et la Coupe, ce sont 4 périodes de l'histoire de l'équipe de France de football en Coupe du Monde. Ça a failli s'appeler Ramener la Coupe à la maison ou presque. Les 4 périodes, c'est 1958, 1982, 1998 et 2018. Donc 2 victoires, les 2 dernières, et 2 non-victoires, mais 2 parcours performants. À chaque fois qu'ils sont en demi-finale. Voilà, jusqu'aux demi-finales en 58 et 82. T'as vu, je connais quand même. C'est pas mal. Hein. J'ai lu un bouquin. Ouais. C'est bien. Hein. Donc, en gros, Copa, Platini, Zidane, Mbappé, si on doit résumer avec une personne à chaque fois. L'histoire de France en crampons, c'est essayer d'écrire une histoire de France à partir des matchs de l'équipe de France de football et trouver par ces matchs des clés de lecture sur des thèmes de l'histoire de France, que ce soit l'immigration, la guerre, etc. Un peuple et son football, c'est davantage un traité de l'histoire du football français visant à comprendre que le football est vraiment une culture populaire, que c'est vraiment une culture française, et donc la France, oui, est un pays de football. Oui, parce que ça, tu dis souvent dans tes interviews, j'aime pas quand on dit que la France n'est pas un pays de football alors qu'elle en est un. Oui, et c'est souvent des gens qui aiment le football, qui voient ailleurs un football plus vert, l'herbe est plus verte à côté, en Espagne, en Angleterre, etc. Non, il y a un vrai football français avec une histoire, une sociologie, un maillage, une géographie propre à la France qui valent le coup d'être étudiés et qui valent le coup également d'être valorisés. Et puis donc, bleu, voilà, une histoire de l'équipe de France. On le revoit pas, on va le revoir, voilà. Bleu. Alors, tu travailles sur la sélection masculine. Oui. On va pas se mentir, pour moi, c'est vertigineux de lire un livre dans lequel il y a aussi peu de femmes. J'ai vachement du mal. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment du mal, parce que les nanas, soit c'est les épouses des joueurs, elles sont un peu chiantes, soit c'est à un moment un peu les supportrices, mais c'est très, très, très masculin. Ça dit quelque chose, oui, bien évidemment. C'est une histoire genrée de fait, puisque c'est en effet excessivement masculin. Mon terrain est un terrain masculin, d'autres peuvent s'intéresser à l'histoire de l'équipe de France féminine, mais en effet, les femmes interviennent relativement peu, y compris d'ailleurs dans un cercle sportif. Finalement, dans le club, par exemple, on les voit assez peu apparaître, hormis quelques exceptions, comme tu le disais. On peut penser à Caroline Cuissard, qui est une des fondatrices du FC Lorient, mais sinon, c'est vrai que c'est pas le lieu où on va rencontrer des femmes. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, donc moi je connais plus l'histoire des femmes et franchement au XXe siècle, les femmes entrent dans à peu près tous les domaines. Elles rentrent dans l'aviation, elles rentrent dans l'armée, elles rentrent, voilà. Mais dans le foot, finalement, ça bloque. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des femmes qui fassent du foot et dès le début du XXe siècle. Le fait est que moi, je m'intéresse à des groupes masculins. Mais qui restent non mixtes. Qui restent non mixtes.
Ouais. Mais tu n'as pas envie de bosser sur les femmes ? C'est pas ton objet. C'est pas mon objet. Celles qui sont le plus à même de travailler sur ces questions-là, je dis bien celles, puisqu'il y a un collègue qui a travaillé sur le football dit féminin, je n'aime pas l'expression, mais les pratiques féminines du football, c'est Xavier Breuil. Sinon, ce sont essentiellement des collègues féminines. Donc Laurence Prudhomme, Audrey Gosillon. Et je ne vois pas au nom de quoi, sous prétexte que je suis spécialiste d'une question très genrée masculine, je serais à même de la traiter dès lors qu'il faut parler des femmes. Ce serait les invisibiliser à un moment ou à un autre. Donc non. Ok, nickel. Sauf exception vraiment, mais non. D'accord. Alors, ce que je te propose dans le déroulé de cette émission, ce que je vous propose, en même temps je dis que je vous propose, mais vous avez moyen de mon choix, c'est qu'on suive l'ordre chronologique, puisque tu l'as dit dans nos débuts, l'historien il réinscrit dans un temps long, donc on va pas tout de suite aller aux matchs les plus récents, en s'autorisant des arrêts thématiques, et dans ces arrêts thématiques, on peut faire un peu des accélérations dans le temps. Et des arrêts sur image, puisque en fait, ça fait plusieurs émissions que je demande à mes invités, mais parce que aussi j'ai eu plutôt des bons retours, donc j'espère que ça vous plaît. Si dites-moi si ça vous plaît ou pas. Pour l'instant, c'est assez calme là le chat, mais peut-être parce que le foot là, ça demande de la concentration. Je t'ai demandé de choisir des images, et donc on va s'arrêter sur un certain nombre d'images. Donc, on va commencer par la toute première équipe de France de football. Alors, il y a une photo que tu as choisie. Alors, c'est pas sa naissance, puisqu'elle naît en 1904, et la photo que tu as choisie, c'est 1908. Donc, le temps que la photo arrive, je vous la décris rapidement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont des shorts un peu longs. Je trouvais que c'était un peu surprenant. On les voit un petit polo. M'a marqué aussi les bras croisés, et qu'ils sont entourés, voilà, on les voit, ils sont entourés de gars en costume 3 pièces et de chapeaux très bourgeois. Donc, est-ce qu'en s'appuyant sur cette photo, tu peux nous dire rapidement d'abord où en était le foot en 1904 ? C'est tout neuf en fait, c'est bébé en fait. Aussi, qu'est-ce qu'ils foutent ces gens en costume bourgeois ? Parce qu'au bout du compte, il y a une dimension sociale qu'on voit un petit peu à cause de ces costumes autour, mais qui est aussi nette dans la sélection. Alors, la première des choses à dire, oui, c'est une photo quasiment des temps pionniers, ou à peu de choses près. On est une quinzaine d'années après le début de l'enracinement du football en France. Un petit peu plus parfois pour certains clubs, mais en gros, en Seine et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est dans la décennie des 1890 que le football s'enracine véritablement. C'est ce qu'ont pu montrer des collègues, Olivier Chauveau pour le Pas-de-Calais et puis Julien Sorès pour la Seine. Donc, l'idée d'un football encore à son démarrage. Ensuite, moi je n'ai pas fait attention aux tenues. Mais c'est révélateur que tu aies fait attention. Et c'est vrai aussi que c'est un de nos manques en histoire du football. Donc là, on touche à l'historiographie du football, c'est qu'on s'intéresse encore assez peu à l'équipement. Il y a des choses à aller fouiller de ce côté-là. Les dirigeants, enfin, les hommes en costume, là aussi très genré, les hommes en costume sont... Je suppose des dirigeants, je ne suis pas allé fouiller pour chacun des personnages, mais ce sont certainement les membres de la commission du bureau Football Association de l'USFSA, donc l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui est la grande fédération omnisport du moment, qui a la main sur l'équipe de France, qui est la fédération que l'équipe de France représente de 1904 à 1908. Et moi, si j'ai choisi cette photo, c'est justement pas pour ces bonhommes-là. Même si, en effet, c'est plutôt intéressant. On a des représentants plutôt bourgeois, plutôt des dirigeants de classe aisée ou en tout cas moyenne supérieure, et qui sont très visibles là, mais qui sont également visibles sur le terrain. Les joueurs en question ne sont pas des représentants des classes les plus populaires. Oui, dans ton livre, tu dis qu'on trouve parmi les sélectionnés pour l'équipe de France un juge, des patrons, un architecte, un médecin, aucun ouvrier, aucun paysan. On trouve aussi des militaires. Oui. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéressait aussi sur cette photo, c'est pas l'origine sociologique, sociale de ces représentants-là, c'est davantage l'origine géographique.
il y a un absent déjà. Sur cette photo, on est le 12 avril 1908. Il y a un absent, c'est Maurice van den Dries. Maurice van den Dries a joué le match précédent, le 23 mars, à Londres, contre l'Angleterre. Là, on est contre la Belgique. Peut-être, je ne l'ai pas dit. La Belgique. Donc, Maurice van den Dries a joué 15 jours avant, 3 semaines avant, contre l'Angleterre. Mais entre-temps, il a 21 ans, le 2 avril 1908. Il a 21 ans, donc il peut opter. Et il opte pour la nationalité belge. Il peut choisir quelle est sa nationalité. Et dès lors, il ne défend plus les couleurs de l'équipe de France de football. Et donc, ils vont jouer contre lui ? Et il ne joue pas dans l'équipe de Belgique, mais il ne peut plus défendre les couleurs de l'équipe de France de football. À côté de cela, on a un Charles Wilkes qui est fils d'Anglais né au Havre. On a un Victor Bental-Sergent qui est fils d'une Anglaise et qui pratique le rugby avec ses cousins en Angleterre et qui se retrouve pendant la Première Guerre mondiale à être déclaré déserteur par l'armée française, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il a fait toute la guerre avec l'armée britannique. On a un Émile Sartorius qui est assis en bas à gauche. Émile Sartorius qui est roubaisien, dont le père, Émile Sartorius également, il s'appelle également ainsi. Oui, à l'époque, ça se fait. Ça se fait. Est un Allemand né à Wuppertal. Donc Wuppertal, la grande patrie de Friedrich Engels et de Horst Tapper, de Derrick. Quand même. Et donc réfugié après la guerre franco-prussienne à Roubaix, industriel roubaisien. Émile Sartorius, je l'aime beaucoup parce que quelques mois plus tard, il marque un but pendant les Jeux Olympiques contre le Danemark. C'est le but français qu'Émile Sartorius marque. Pendant ce temps-là, dans le même match, l'équipe de France en encaisse 17. Donc c'est la pire défaite de l'équipe de France. Mais Émile Sartorius, c'est la gloire française puisqu'il marque ce but-là. Et on voit également sur cette photo Gabriel Hanot, qui est le futur inventeur du Ballon d'Or, de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Europe. Donc un grand intellectuel du football, grand journaliste également, futur conseiller technique du sélectionneur. Et là, il joue ? Et là, il joue, il est en bas à droite, accroupi, enfin assis. Gabriel Hanot, avant de partir pendant 2 ans en Allemagne, à Berlin. Il jouera ensuite au Berliner pendant son séjour en Allemagne, pendant ses études, ce qui lui vaudra le surnom de franc-tireur, avec lequel il signera un certain nombre d'articles après la Première Guerre mondiale. Et puis, un clin d'œil quand même qui est très important, qui fait que j'ai choisi cette photo, c'est ce petit bonhomme à casquette qu'on voit également sur la couverture du livre, c'est Zachary Baton. Et Zachary Baton, personne ne le connaît, et donc ça a toujours été ma fierté. Le petit bonhomme sur le côté, là non, au milieu. Au milieu, le gardien de but. Ah oui, ok, ouais. Et ça a toujours été ma fierté que de dire à mes enfants, retenez bien le nom de Zachary Baton parce que vous serez les seuls de votre génération à le connaître. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil parce que dans cette histoire du football, qu'on le veuille ou non, même si c'est 1908 et donc très ancien, il y a une part affective qui se joue à un moment ou à un autre. Et ça touche aussi au rôle de l'historien et au souci de l'objectivité qu'on doit avoir et qu'on doit savoir ne pas avoir. Ok. Donc ça, c'est 1908. Alors, on va sauter la guerre, sachant que ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le bouquin. Ce que tu montres bien, c'est qu'ils sont mobilisés. Et il y en a qui meurent. Et entre autres, sur cette photo, il y en a un certain nombre qui meurent. Il y a Marius Royer qui est au centre, assis, qui tombe en Argonne en 1915. À côté de lui, on a Albert Génicaud qui, lui, ne fait pas la guerre parce qu'il est atteint de diabète. Et il meurt également en 1915 alors que Roubaix est occupé. Il y a quand même de grosses possibilités qu'il soit mort des suites des difficultés alimentaires. Et puis on a Émile Sartorius, toujours Émile Sartorius, qui en 1918 est touché à une jambe et amputé. Il meurt en 1933 et il est reconnu mort pour la France en 1946. Ah oui. C'est quand même une reconnaissance très tardive. Et on a également Zachary Baton. Qui a des conséquences. Alors cette reconnaissance, elle a des conséquences pour les pensions, etc. Exactement. Donc pour les veuves, les orphelins. C'est l'objectif. Ouais. Et Zachary Baton, qui lui est amputé du bras gauche, ce qui n'est pas pratique pour un gardien de but, et qui en
1925, décède à son tour et est reconnu aussi mort pour la France. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant-guerre, le foot n'est pas encore très populaire. Hein. Tu expliques que le dernier match de l'équipe de France avant-guerre avait été suivi dans un stade à Saint-Ouen par 4000 personnes, alors que le premier match après-guerre, cette fois, c'est 20 000 personnes au Parc des Princes. Comment est-ce qu'on explique d'un seul coup cette transformation du foot en spectacle populaire, etc. Est-ce que... Alors, cette transformation, elle est antérieure à la guerre, de toute façon, mais probablement que la promiscuité des troupes a pu jouer, a pu aider à populariser le football, même si on voit des traces vraiment de façon assez sensible aux alentours de 1910. Il y a donc cette promiscuité des frères de combat, des frères d'armes, et puis il y a également la possibilité d'avoir vu des athlètes, des sportifs anglais en particulier, jouer à ce jeu venu d'ailleurs, et qui a pu aussi toucher ainsi des populations, des catégories de la population plus rurales, et c'est le cas en particulier en Picardie. Alors, il y a... Casnabo qui pose une question auquel tu n'as pas peut-être la réponse, mais si tu l'as, comme ça, il sera content ou elle sera contente d'avoir la réponse. Est-il vrai que les couleurs rouge et noir de certaines équipes, comme le Stade Rennais ou Guingamp, sont liées à l'histoire du mouvement anticlérical ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est possible. C'est possible. En même temps, moi, ce que je sais de l'histoire du foot, c'est que c'est plutôt lié au cléricalisme. Genre, la JOCR, ça a été créé par les cathos. Alors... ça a aidé à la popularisation du football, les patronages. Ça a très fortement aidé, et en particulier à la démocratisation du football, parce que là, ça touche des catégories sociales qui, jusqu'alors, étaient peut-être un petit peu plus éloignées. Des enfants de la toute petite bourgeoisie, voire de milieux plus populaires, vont dans les patronages, qu'ils soient confessionnels ou laïques, d'ailleurs. Hein. En avant Guingamp, par exemple. Donc, oui, il y a une part de religiosité en plus du spectacle sportif, mais il y a aussi une responsabilité religieuse possible dans la démocratisation, dans le développement du goût pour le football. Ok. Parce que moi, ce que j'avais plutôt appris, mais à nouveau, je suis ni spécialiste d'histoire du sport, ni du foot, mais c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que le rugby était plutôt anticlérical et le football plus catho, et que résultat, les terres plus anticléricales du Sud, des terres de rugby... Non, c'est un grand trait, là. Les choses sont quand même plus compliquées. Oui, mais comme souvent, nous le savons. Voilà, exactement. La phrase de l'historien, oui, mais c'est plus compliqué. Ouais. Alors, donc, nous sommes maintenant après-guerre. Ok. Ce qui m'a marqué dans ton bouquin, c'est que ce que tu montres, c'est que c'est dans l'après-guerre qu'on commence à avoir les premiers joueurs coloniaux. Quand on dit premiers joueurs coloniaux, c'est des premiers joueurs colons, mais c'est aussi des premiers joueurs colonisés. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? On voit apparaître à partir de 1924 des Européens d'Algérie, et des Européens d'Afrique du Nord, puisqu'on a très rapidement également des Tunisiens et des Marocains, que l'on qualifie alors d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Mais c'est lié à la diffusion du football dans le milieu colonial, en effet. D'abord par les colons eux-mêmes ou par les descendants de colons, et très vite copiés ou assimilés par les colonisés ensuite. Et ces colonisés, on va les retrouver dès les années 30 dans l'équipe de France. Alors, en général, les colonisés que l'on retrouve dans les années 30 sont issus des élites colonisées. Là où les colons que l'on trouve dès les années 20 ne sont pas obligatoirement issus des élites de colons, mais davantage parfois de milieux populaires. Ok. Alors, tu as choisi ensuite une autre image. Donc, c'est une image des années 30. Ça doit être marqué « Image sur le Condé Verdé » pour t'aider. 1930. Nayan, 1930. Alors, c'est une photo en noir et blanc, à nouveau, en mode la croisière s'amuse, sur le pont d'un bateau. Donc, on les voit s'entraîner. On reconnaît la cheminée du bateau, puis la mer, je crois. Non, on voit pas trop la mer. Et en tout cas, on les voit s'entraîner en sautant au-dessus de chaises alignées. J'étais contente que tu choisisses cette photo parce que les pages sur à la fois ce trajet et puis toute cette Coupe du Monde en Uruguay sont assez croustillantes. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sur cette photo ?
Je voulais dire les difficultés de cette première Coupe du Monde. Alors qu'on va vivre un événement planétaire, c'est pas du tout le cas de la première Coupe du Monde. C'est un événement en effet sportif, mais même la presse sportive en fait très peu cas. Il y a quelques envoyés, quelques journalistes envoyés là-bas, un envoyé finalement, mais on ne lit pas ces papiers. Les papiers que l'on peut vraiment lire, les récits que l'on peut lire sont ceux transmis par deux joueurs, Augustin Chantrel Là, c'est et l'historien Marcel qui nous Pinel. donne ses sources. Non, qui donne les sources, voilà. Et donc, la difficulté aussi de cette Coupe du Monde, c'est qu'il faut traverser l'Atlantique, il faut passer plusieurs jours, plusieurs semaines dans un voyage que les joueurs vont retenir comme étant mémorable. Les joueurs et également Jules Rimet, qui est le président de la FIFA. Le passage de l'Équateur, la vue sur la baie de Rio, ça reste un grand moment pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour y aller en Uruguay, il faut se passer de travail. Or, on est encore dans un statut officiellement amateur. Donc, il y a ceux qui ont les moyens de ne pas travailler pendant 2 mois et demi, le temps que dure la traversée et la compétition. Il y a ceux qui se trouvent les avoir parce qu'ils travaillent en fait au bénéfice d'un club officiellement amateur, mais ils sont déjà rémunérés. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas y aller. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas y aller. Il y a surtout le sélectionneur en place, Gaston Barraud, qui est retenu par le Conservatoire de musique où il officie pendant des décennies. Il est amateur, donc il ne peut pas aller jusqu'en Uruguay. Et puis cette photo, elle m'intéresse aussi parce qu'elle nous dit un petit peu de l'entraînement. Comment être prêt pour affronter les meilleures équipes du monde. On a compris en 1924 et en 1928 que l'Uruguay dominait la planète foot à l'époque, puisque l'équipe d'Uruguay a obtenu le titre olympique. Comment aller affronter les meilleures équipes du monde alors qu'on est coincé 2 mois sur un bateau. 2 mois sur un bateau. Bon, voilà. On fait quelques mouvements de gymnastique, mais on ne peut pas faire de positionnement tactique très, très poussé. Et puis, les joueurs s'organisent eux-mêmes, finalement, dans l'entraînement. On voit sur une des photos, on ne le voit pas là, mais on voit parfois Panosetti, qui est le kinésithérapeute de l'équipe de France, qui est quasiment le seul assistant de cette équipe. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Peut-être que le petit détail moins amusant, c'est qu'on aperçoit en tricot de corps, comme on disait avant, en maillot... en Marcel, un peu. En Marcel, voilà. Au bout de la rangée de chaises, on aperçoit Alexandre Villaplane, qui est le capitaine de cette équipe de France en 1930, et qui fricote déjà avec le petit banditisme, qui va fricoter de plus en plus avec le banditisme de moins en moins petit, jusqu'à tomber dans le grand banditisme, et pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, à tomber dans la collaboration et devenir SS, et être condamné à mort et exécuté en Noël 44. Ah ouais, ok, le mec au fond là. Le mec au fond. Ah d'accord. Alors, dans tout ce que tu viens de me dire, tu as utilisé à 2 reprises le terme d'amateur. Et donc, effectivement, ce qu'on avait vu avant, nos juges, nos médecins, là dont je parlais, c'était des amateurs, c'est-à-dire qu'ils avaient des métiers à côté qu'ils continuaient à exercer. Or, ton livre signale bien une coupure très importante, qui est celle de 1932, qui est celle de la professionnalisation. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la professionnalisation, qu'est-ce que change et pourquoi cette date de 32, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'est-ce que ça va changer sur la sociologie de l'équipe de France? Alors, 1932, ça ressemble un peu à la phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Finalement, les choses sont déjà en place bien avant comme 1932. Le débat sur le professionnalisme occupe les esprits du football pendant toutes les années 20. Si il est aussi présent, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui touchent déjà de l'argent contre l'exercice du football. Et 1932 ne va pas changer grand-chose finalement immédiatement. En tout cas pour eux, pour ceux qui touchaient déjà un petit peu d'argent. Et c'est ce que dit un des joueurs, Jacques Mérès, qui profite du football pour essayer de vivre correctement pendant une période de difficulté dans ses affaires. Mais
finalement, c'est souvent un peu un job pour financer les études ou un job pour trouver une porte de sortie un peu plus glorieuse ou un peu plus stable. Ce que cela change, en revanche, c'est le recours de plus en plus grand à une main-d'œuvre étrangère. Et une main-d'œuvre étrangère qui est réputée à la fois de talent sportivement, mais en même temps réputée pas trop exigeante financièrement. Donc souvent venue de territoires moins aisés économiquement, en particulier les États des anciens empires centraux, l'Empire austro-hongrois. Donc on a beaucoup d'Autrichiens, de Hongrois, quelques Roumains, quelques Tchécoslovaques, des Yougoslaves. Alors les Yougoslaves, c'est encore un cas à part parce qu'on a une poche de recrutement yougoslave dans le Languedoc-Roussillon. Et puis on va voir également du côté sud-américain, puisque l'Uruguay est la grande patrie du football en 1930, organisatrice mais également championne du monde, contre l'Argentine. Donc on va voir du côté uruguayen et argentin. Et l'avantage en Uruguay et en Argentine, c'est qu'on a là des enfants de l'émigration française. La France n'est pas une terre d'émigration, mais il y a quand même quelques expatriés. À l'époque, on dit plutôt des émigrés, et dont des fils de Français, donc. Plutôt, il y a aussi des fils de Français qui ont quelques talents footballistiques et chez qui on va reconnaître finalement la nationalité française, même s'ils ne sont pas français, ils sont uruguayens, ils sont argentins. Mais pour les faire jouer... pour les faire jouer, alors qu'on a un règlement qui limite à 4, puis 3, puis 2 joueurs par équipe le nombre d'étrangers, eh bien ceux-là ne seront pas... Par club ou par équipe de France ? Par équipe. Pas par équipe de France, par équipe française, dans le championnat professionnel. Donc, ceux-là, on pourra les faire jouer sans que ça touche au quota d'étrangers. Ouais. Et puis, il y a ceux qui s'installent... C'est la même chose, les Italiens ont fait vachement ça. Ce sont les Italiens qui ont montré la voie. C'est les Oriundi. Ce que raconte Fabien Archambault dans sa thèse. Ouais. Ce sont les Oriundi, et nous, on a nos Oriundi qui sont présents en équipe de France avec Pedro Duar, Hector Cazenave et Miguel Lauri. Et par ailleurs, on a aussi tous ces Européens du centre qui restent dans le club qui les a recrutés ou dans un des clubs qui les a recrutés et qui finalement arrivent à devenir français par le biais de la naturalisation, par le biais de la loi de 1927 et qui, une fois naturalisés, peuvent rejoindre à leur tour l'équipe de France de football, y compris en étant la cible d'attaque particulièrement nauséabonde. C'est ce que j'allais te demander parce qu'on parle beaucoup des attaques racistes contre des joueurs et des joueuses aussi d'ailleurs récemment, mais en fait dans les années 30 il y a beaucoup d'attaques racistes contre les joueurs. Alors à l'époque pas trop les joueuses. C'est l'intérêt quand même des racistes d'être toujours aussi idiots. Ils utilisent toujours les mêmes arguments et les arguments qui sont utilisés aujourd'hui. Non. Ouais. Entre guillemets pour l'intérêt, mais voilà, ils sont tellement bêtes qu'ils ne changent même pas d'argument, ils changent juste de cible. L'argument de pureté de la race, l'argument d'insincérité, l'argument de mercenariat, tout ça, c'est ce qu'on retrouve de mercantilisme, c'est ce qu'on retrouve dans les années 30. Ouais. Si ce n'est qu'à l'époque, ce sont les Hongrois, ce sont les Roumains, ce sont les Autrichiens, et en particulier un Autrichien qui est visé, c'est Gusti Jordan, qui est naturalisé en 1937, qui assure le rôle de policeman dans un schéma tactique que tu vas très bien comprendre, c'est le WM. Pas du tout, j'ai rien compris. Et justement, c'est le meilleur policeman, le meilleur, aujourd'hui on dirait un milieu défensif. Ça, je comprends bien. Bon, voilà, merci. C'est devant la défense, le meilleur du championnat, c'est un Autrichien naturalisé et immédiatement il trouve sa place en équipe de France. Ok. Et donc, jouer au foot devient un métier. On est d'accord ? Résultat, il y a un syndicat ? Il y a des grèves ? Moi, j'aime bien ça. Alors, il y a un syndicat qui se plante quand même. Ah merde. C'est davantage une sorte d'amicale qui essaye de défendre un petit peu les intérêts des footballeurs. Le vrai coup d'éclat, c'est en 1936, lorsqu'ils commencent à essayer de faire surgir... Front populaire, on a un bon contexte. On est dans l'ambiance du Front populaire, ils essayent de faire surgir vraiment l'idée de revendication face aux employeurs que sont les clubs, avec un mouvement de grève, et en particulier qui touche un match de l'équipe de France, le France-Belgique de janvier 1938, auquel ils renoncent finalement.
Parce que 1938, on n'est déjà plus dans le plus fort du Front populaire. Non, on non est parce déjà que c'est sorti. même c'est les décrets lois et tout, donc Renault remet sa pointeuse à l'entrée de son usine, donc 38, ouais, c'est un peu fini. Mais c'est assez aussi symptomatique de ce professionnalisme qui n'est pas encore une professionnalisation. Ces joueurs touchent de l'argent en jouant, mais très peu vivent totalement du football. Beaucoup sont là dans un entre-deux. Et il faut attendre les années 60, fin des années 60, début des années 70, pour assister véritablement à une professionnalisation avec une formation initiale au métier de footballeur, au métier au pluriel du football, parce qu'il n'y a pas que l'acteur du jeu, et également une voie de sortie qui dépasse le seul intérêt pour le pécule de fin de carrière, pour la reconversion dans un bar tabac. Dac. Alors, on va passer à la guerre maintenant. Faisons la guerre. Ouais. Et non, mais moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu des matchs organisés après l'entrée en guerre. Ça, j'ai halluciné. C'est-à-dire que... alors, tu as choisi une photo qui est un match amical, si je ne me trompe pas, qui est le match amical France-Portugal, mais on est en janvier 1940. Donc, la grève est... La grève. Je peux pas m'en empêcher, c'est terrible. C'est pas la grève est déclarée, la guerre est déclarée. Et j'ai vu que la finale de la Coupe du Monde de France a lieu le 5 mai 1940, c'est-à-dire qu'on est 5 jours avant le déclenchement des hostilités. C'est un truc de dingue, en fait. C'est juste la finale de la Coupe de France, pas de la Coupe du Monde de France. Oui. Oui, quelques jours, 5 jours avant l'attaque. Et donc, sur cette photo, c'est le match France-Portugal. Alors, tu auras remarqué qu'ils ont maintenant des shorts plus courts. Enfin, moi, j'ai remarqué, en tout cas. Oui, peut-être. Ils ont le même maillot, avec, et l'écusson n'a pas trop changé. T'en as un, on a l'impression qu'il a une fraise un peu en mode Henri IV, là. Mais ça doit être le buteur, je sais pas. Mais sinon, ils ont des chaussettes hautes, ça y est, et des... On voit leurs jambes, maintenant. Mais j'imagine que c'est pas pour ça que tu as choisi. En effet, ce n'est pas pour ça. C'est parce que ça dit beaucoup de ce que la France entend être dans cette guerre, dans cette drôle de guerre. C'est encore la défense de l'idée de démocratie et d'une idée anti-raciale finalement face aux empires totalitaires, le Reich ou l'Italie fasciste. On a pour commencer Étienne Matler tout au bout de la photo qui est le capitaine, qui est Belfortin, joueur du FC Sochaux et qui pendant la guerre se fera remarquer comme un résistant de valeur. On a juste à côté Raoul Diagne qui est le fils de Blaise Diagne. Donc, on le voit souvent comme étant le premier joueur noir de l'équipe de France de football. Moi, j'insiste sur le fait que c'est l'un des derniers représentants de l'élite politique dans le football. François Bourbotte, je ne vous fais pas tous les joueurs, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la présence d'un Ruud Eden. Donc le gardien de but avec la fraise à la Henri IV. C'est le gardien de but, c'est ça. C'est le gardien de but. C'est l'ancien gardien de but de la Wunderteam, c'est-à-dire de l'équipe autrichienne, de l'équipe nationale d'Autriche au début des années 30, qui a été acheté par le Racing Club de France en 1933 et qui, ayant vécu plusieurs années en France, est naturalisé à la fin des années 30. Or, mettre Ruud Eden dans un match en pleine drôle de guerre face à un pays neutre, le Portugal, fréquentable, bien que détestable dans son régime. Trouver un Ruud Eden, c'est une manifestation de l'opposition à l'Allemagne, puisque l'Autriche n'existe plus à ce moment-là. C'est l'Anschluss qui est passé par là. Et par ailleurs, on a tous nos descendants d'immigrés, ou tous nos immigrés du football. Au milieu, on a le plus petit, qui est Désiré Corani, qui lui-même est un immigré naturalisé. Voilà, on a cette variété, et tout ça, ça fait d'excellents Français. C'est ce que chantait à ce moment-là Maurice Chevalier. L'équipe de France, elle dit cela en pleine Seconde Guerre mondiale, en pleine drôle de guerre. Elle dit aussi le besoin de mobiliser, ou plutôt le besoin de réconforter ceux qui sont mobilisés et qui en ont assez d'être là alors qu'on ne se bat pas. Oui, surtout qu'il ne se passe rien. Il se passe la rien. Fameuse drôle de guerre. Donc il y a une opération de propagande avec ces deux matchs, France-Portugal et puis France-Armée britannique, juste au même moment.
Et c'est une des rares photos, finalement, où l'on voit ces joueurs, assez rares photos, c'est une des assez rares photos pour ce match, où on voit ces joueurs en tenue sportive. La plupart des reportages que l'on a autour de ce match-là les montrent en tenue de soldats. De ville. Ah, de soldats. De soldats. Ils sont mobilisés à ce Eh moment-là. oui, ben oui. Ils sont mobilisés. Et ce sont donc des footballeurs soldats. Je vous renvoie à une thèse qui sera certainement bientôt publiée de Julien Freitas sur le football professionnel pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est excellent. Et voilà. Mais c'est assez fascinant parce que tout à l'heure, tu nous as montré celui qui était au fond avec le Marcel, qui est devenu collabo. Là, tu nous en signales un qui est devenu résistant. Donc les joueurs de France, il y a eu des résistants, des collabos. Enfin, en même temps, c'est normal. Hein, mais... Il y a eu peu de collabos affichés à notre connaissance. Il y en a eu, mais le pire cas est celui d'Alexandre Villaplane. Il y a eu quelques cas de résistants, là aussi à notre connaissance, mais de toute façon, c'est pas lié au football. Ouais. Leur choix ne dépend pas de la pratique sportive. Non, c'est sûr. Alors Vichy, ça a changé quoi pour le foot ? Ça a tout réorganisé. Enfin, il y a eu une volonté de tout réorganiser, de revenir à l'amateurisme. Donc fin de la professionnalisation. La fin de la professionnalisation. Ouais. Et pourquoi ça s'est lié à... Mais c'est ça l'amateurisme. Voyons. Le professionnalisme, c'est ça. C'est ça. On joue... c'est pour ça qu'après Le Pen, il dira, il déteste aussi. C'est non, ça. mais tu vois, je n'avais pas vu. Qui peut se permettre d'être sportif amateur de très haut niveau ? Des riches. Voilà, tu as la réponse. Donc, évidemment, c'est anti-coubertinien que d'avoir du sport professionnel. Coubertin, c'est chacun peut participer, etc. C'est la défense de l'amateurisme le plus pur. On sait où il a terminé, d'ailleurs, celui-là. Il a terminé dans son lit. Oui, mais enfin bon. Mais voilà, c'est ça. C'est cette vision-là de l'amateurisme. Il faut toujours se méfier. C'est très élitiste. C'est excessivement élitiste. Et donc, Vichy essaye de revenir dessus pour apurer tout cela. Bon, la réforme de 1943-44 des équipes fédérales se plante complètement parce qu'elle se fait, entre autres, contre les intérêts du milieu du football. Et très vite, de toute façon, on sort de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation. Mais j'ai découvert qu'il y avait aussi une équipe de la France libérée qui joue en septembre 44, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais, j'ai adoré. Non, mais moi, je savais pas ça. Mais tu sais, moi, j'ai découvert plein de trucs. C'est pour ça que j'étais contente. Mais alors, on va faire... Ouais, vas-y, si t'as un truc à rajouter, non, hésite c'est pas. bien de découvrir. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est bien. C'est pour ça que c'est chouette de lire et d'apprendre des trucs. Alors, on va faire un saut dans le temps. Dac 1958. Oui. Brésil. Première fois que la France va jusqu'en demi-finale contre l'équipe du Brésil, où se distingue un jeune attaquant, Pelé. Ah, je connaissais Pelé, donc j'étais contente de le retrouver. Tu as choisi une photo qui est celle de la fracture de Jonquet. Voilà, on le voit. Robert Jonquet, voilà. Avec Alex Thépaut qui essaye de s'occuper de lui. Alex Thépaut, c'était le gardien de but de l'équipe de France de 1930 en Uruguay. Et donc, c'est un des sélectionneurs Il était gardien de but, il est devenu sélectionneur. C'est souvent. Pourquoi pas ? Ouais. Peu importe le poste qu'on occupait, là il est sélectionneur, il n'a plus l'âge d'être en carrière active, mais c'est pas ça qui m'intéresse. À la limite, la blessure de Robert Jonquet est intéressante parce que on est à une époque où il n'y a pas encore où il n'y a pas la possibilité d'avoir des remplaçants, sauf cas exceptionnel, accord entre équipes au préalable. Donc Robert Jonquet blessé à la demi-heure de jeu face au Brésil, alors que l'équipe de France tenait relativement bien tête à cette équipe brésilienne. Eh bien, Jonquet va sortir du terrain, puis revenir pour la deuxième mi-temps, mais il va être juste un pion sur un de ses côtés de l'équipe de France. Et il ne pourra plus courir. Il a une fracture, si mes souvenirs, du tibia péroné. Je suis plus sûr de la fracture en question. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait peu de chances 3 mois auparavant qu'il dispute ce match. Robert Jonquet, c'est un des deux qu'on appelle les sénateurs dans l'équipe de France parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ils sont inamovibles, sauf que en 1957-58, c'est un autre joueur qui a pris place dans la défense française, c'est Mustapha Zitouni. Et Mustapha Zitouni, en 1958, en avril 58, fait partie de ces joueurs algériens qui partent du territoire national, du territoire français, pour rejoindre la Tunisie et fonder l'équipe du FLN. Et propagande pour le FLN
en temps de guerre d'Algérie. Donc Mustapha Zitouni, qui a près de 30 ans, il sacrifie sa carrière de sportif, il sacrifie la possibilité de réaliser un rêve d'enfant, de participer à une Coupe du Monde, pour des raisons politiques, pour cette raison politique. Donc cette affiche, comme souvent en histoire finalement, ce qui m'intéresse, non pas dans cette affiche, mais dans cette photographie, c'est ce qu'elle ne dit pas, c'est l'absence. Ouais, exactement. Mais par ailleurs, c'est vrai que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de blessures. Il se blesse beaucoup. Et d'ailleurs, dans les photos, alors on va faire un petit saut dans le temps, tu en choisis une autre blessure. Et quand j'ai mis sur le document de travail qu'on a au poste, cette fameuse photo, donc tu dois tout de suite savoir laquelle c'est. Battiston, David 82. a dit « Ah non, pas celle-là, traumatisme !» J'ai dit « Si, David, il l'a choisie. » Donc oui, la blessure de Battiston, on va juste la regarder, et puisqu'on est dans le thème blessure. Ben voilà, tu viens de la présenter. Mais tu vois, c'est marrant parce que ça, je sais. Ça a été... Tous mes copains m'ont transmis la fameuse affaire de la blessure de Battiston. C'est le caractère iconique d'une photo ou d'un match. Et c'est cela aussi qui peut m'intéresser. Il y a toute une génération qui se retrouve sur cette photo-là, qui, même sans avoir vu sous cet angle, puisque la télévision a retransmis sous d'autres angles ce fait de jeu, a des souvenirs. C'est la photo qui va pousser certains à me dire j'avais 10 ans, j'ai pleuré. Ouais, voilà. Alors, pas pleurer parce que Battiston est tombé, a été attaqué, agressé par Harald Schumacher, mais pleurer parce que ce match-là, qui était promis pour être gagné, en fait... obéit à un scénario digne d'une tragédie grecque, et finalement l'équipe de France ne se qualifie pas pour la finale qu'elle aurait pu espérer avoir. Bon, cette photo, voilà, c'est une icône. Une icône des temps modernes, une icône pop finalement. Alors on va refaire un petit saut dans le temps. Nous voici en 78. Donc, Coupe du Monde en Argentine, ce alors qu'en 78, l'Argentine est une dictature militaire sanguinaire, qui avait d'ailleurs un mouvement pour le boycott. Alors, forcément, tu vois, avec Trump, je pense à ces trucs-là, c'est pour ça que j'ai un peu choisi de m'arrêter là-dessus. Donc, il y avait un mouvement pour le boycott mené par le COBA, que peut-être tu peux nous présenter après. Et quelle avait été l'attitude des Bleus ? Alors, le COBA, c'est le comité d'appel au boycott pour la Coupe du Monde en Argentine. L'attitude des Bleus, qui est une attitude tout à fait classique finalement, c'est de dire mais ce boycott n'est pas de notre responsabilité. À partir du moment où on nous envoie disputer cette Coupe du Monde, qu'on a rêvé d'avoir, parce que ça faisait 12 ans que l'équipe de France n'avait pas été qualifiée, à partir du moment où on nous envoie, on va faire cette Coupe du Monde et on est ravis de la faire. S'il devait y avoir une décision de ne pas la faire, ce n'est pas à nous que ça reviendrait de prendre cette décision. C'est souvent encore ce qu'on peut entendre de la part de certains joueurs pour les appels au boycott actuels. Bon, oui, c'est un peu ce qu'a dit Mbappé d'ailleurs. C'est grosso modo ce qu'il peut dire. Et puis, c'est aussi, comment dire, un point qu'il faut quand même éclaircir. Pourquoi à eux, on va pousser vers un boycott? Pourquoi ces sportifs devraient boycotter un événement lorsque des artistes, le monde du cinéma par exemple, même si on l'entend un petit peu ces derniers jours, pour des artistes, le monde du cinéma, le monde de l'écriture, d'autres, on ne va pas leur demander de boycotter, on ne va pas exiger d'arrêter de regarder des films américains alors que Trump, c'est pas fréquentable. On ne va pas nous demander, nous, d'arrêter de payer par carte bleue alors que, voilà, c'est un système qui est américain aussi. Oui, des trucs quand même, parce que par exemple, moi je suis partie de X. Voilà, on va avoir quelques petits trucs, moi aussi, mon compte est en sommeil, mais on va finalement assez peu boycotter nous-mêmes et encore moins un monde culturel
Par contre, on va l'exiger de la part de sportifs parce que c'est pas sérieux les sportifs. Et on voit surtout, c'est au-delà de cela, c'est un mouvement politique qui se développe à partir des années 70, à partir de 1976 et les Jeux Olympiques de Montréal, qui sont boycottés par les pays africains parce que parmi les pays participants, il y a l'Afrique du Sud, de l'apartheid. À partir donc de ces années 70, on voit apparaître la possibilité de boycott sur le terrain sportif. Ça pose cette idée de bonne conscience. Est-ce que c'est pas une bonne conscience facile qu'on s'achète en exigeant de nos sportifs qu'ils ne participent pas à cette Coupe du Monde? Cela dit, la fédération française de l'époque, les dirigeants de la fédération française ont essayé de se renseigner sur le sort des disparus, et en particulier des disparus français en Argentine. Bon, ça n'a rien donné du tout. Le dernier petit point que je pourrais signaler, c'est que parmi les disparus, il y avait le petit-neveu d'un ancien joueur de l'équipe de France de football, de Marcel Domergue. Et alors, l'autre question qui fâche dans cette coupe de 78, c'est que... et d'ailleurs, c'est une question qui va ensuite reprendre de plus en plus d'importance, c'est la question du fric. C'est la question, on commence à avoir ces questions-là. On se met à parler du montant des primes, on se met à parler de ces questions-là, et c'est la fameuse affaire des chaussures. Est-ce que tu peux nous raconter l'affaire des chaussures ? Moi, l'affaire des chaussures, je la comprends dans la continuité finalement des débats sur le professionnalisme 50 ans auparavant. Oui. De toute façon, c'est une histoire. Il y a des fils, comme on a tiré des fils sur la colonisation avec le joueur qui repart en Tunisie. Évidemment, en fait, j'avais deux choix. Soit je faisais une émission très thématique, mais on s'y perdait un peu. Soit je prenais un fil plus chronologique, et les fils, c'est toi qui les tire, et puis c'est à celles et ceux qui nous écoutent qui vont les tirer aussi. Et justement, donc 78, l'affaire des chaussures, c'est à partir du moment où des primes sont données, pourquoi ne pas négocier ces primes de telle sorte à avoir les mêmes primes que les adversaires finalement. C'est Adidas qui donne des primes. Les Italiens sont logés dans le même hôtel, l'Hindu Club, que les Français. Et les Français apprennent par inadvertance que les Italiens sont plus primés que les Français. Pourquoi ? Parce que l'Italie est plus réputée. Et comment donc c'est Adidas qui file le fric, là. C'est Adidas. Et comment sont-ils financés ? Juste en montrant bien les trois bandes sur leurs chaussures. Donc, ces trois bandes, plutôt que de retracer en blanc, avec du cirage blanc, ces bandes Adidas, les joueurs choisissent de mettre un peu de cirage, en effet, mais pas blanc. Parce qu'ils considèrent comme ils sont moins payés qu'ils vont les cacher. Voilà. Et tout simplement pour manifester cette opposition. Alors, ça fait grand bruit parce qu'il y a assez peu de journalistes présents en Argentine pendant cette Coupe du Monde. Donc, on s'embarque sur n'importe quelle polémique. Et très loin de la France, comme ça, on a cette polémique qui arrive jusqu'aux oreilles de la presse et on tombe dessus. Quand on parle aujourd'hui à ces anciens joueurs de 78, ils rigolent finalement, c'est un non-événement. D'accord. Mais de toute façon, les années 70-80, c'est le début du foot fric un peu, quoi. Oui, tout à fait. On commence vraiment à avoir tout ce qu'on dénonce aussi autour du foot. Tout ce qu'on dénonce autour du foot, mais pas que du foot. Oui, c'est vrai. C'est les années tapis dans toute leur splendeur, et malheureusement, tapis n'a pas assez vie que dans le football. Ouais. Alors, il y a un passage après qui m'a intéressé. C'est un peu un détail, mais en même temps, j'avais envie que si tu avais un truc tu pouvais te développer, si tu voulais en tirer quelque chose. Donc, tu expliques qu'en 1986, Fabius, qui est le Premier ministre, propose le poste de ministre des Sports à Michel Hidalgo, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, qui a eu un titre international juste avant. Et il refuse. Alors, c'est en 1984. J'ai dit quoi ? 86, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Donc, en 1984, Laurent Fabius construit son gouvernement, puisque Pierre Mauroy vient d'être
démissionné à la suite de la loi Savary. Et donc, Laurent Fabius constitue son gouvernement. Il propose à Michel Hidalgo, en effet, qui vient d'être sacré champion d'Europe et qui lâche l'équipe de France. Son mandat se terminait. Il avait décidé de ne pas reconduire. Donc, il lui propose le poste de ministre des Sports, mais Michel Hidalgo était complètement rincé de ses 8 ans à la tête de l'équipe de France et il refuse. Ouais. Mais c'est intéressant qu'on propose, c'est la première fois qu'il y a... C'est à ma connaissance la première fois qu'un footballeur se voit proposer cela. Ouais. Et à ma connaissance, si mes souvenirs sont bons, il n'y en a eu aucun de ministre pour l'instant. Ouais. Il y a eu d'autres sportifs de haut niveau, mais pas de footballeurs. Ouais, mais c'est intéressant. Enfin, alors qu'il y a une interpénétration, enfin, on va y retourner avec d'autres exemples. Nous voici en 1998. Cher François, ça va ? Tu tiens ? Je crois qu'on va l'avoir, l'étoile. Je crois qu'on va avoir l'étoile en 98. Ouais. Alors, le contexte, moi qui m'a intéressé de cette Coupe du Monde de 98, c'est le contexte croissant, mais pas nouveau, puisque tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait la même chose dans les années 30, d'attaques racistes contre les joueurs de l'équipe de France, et notamment Le Pen, Jean-Marie, qui cible les joueurs racisés. On se souviendra de sa sortie sur la Marseillaise, dont il considère qu'elle n'a pas été écoutée avec suffisamment ou chantée avec suffisamment de ferveur. Thème qui est promis un bien triste avenir, tu en parleras peut-être. Des attaques très clairement xénophobes, racistes de Le Pen. Et où, effectivement, parce que hier, je regardais une vidéo de l'INA qui rassemble en fait les sorties racistes de Le Pen dans les années 96-97. Tu as de drôles d'occupations. Tu as de drôles d'occupations. Alors, je prépare une émission où je t'interroge. Donc, dans ces cas-là, je suis focus, moi. Tu sais, je veux bien faire mon travail. Alors, j'essaie de me documenter. Surtout que là, tu vois, quand c'est Bibia Pavard sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est bon, je connais. Là, je me suis dit, il ne faut pas que j'ai l'air con quand même, quoi. Donc, j'ai regardé des trucs. Et de fait, je crois que c'est en 96, c'est un de ses discours de 96, il dit il faudrait revenir à l'amateurisme. Il le dit, donc je comprends mieux maintenant. Bref, est-ce que tu peux développer un peu ce moment où le Front National qui est en train qui se renforce à ce moment-là, très clairement, c'est en 98, il est installé dans le champ politique et s'en prend à l'équipe de France. Alors, on est au moment de l'Euro 96 en Angleterre. Et l'équipe de France n'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus brillant à ce moment-là. En tout cas, elle est régulièrement attaquée, entre autres par la presse sportive. Et dans cette équipe de France, il n'y a pas les 3 joueurs stars du moment que sont Éric Cantona, David Ginola et Jean-Pierre Papin. Pourquoi ils ne sont pas là ? Alors, David Ginola, parce qu'il a été écarté à la suite de l'élimination en 93, de la non-qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 94 lors du France-Bulgarie de 93. Jean-Pierre Papin, parce qu'il est en fin de carrière régulièrement blessé. Éric Cantona, parce qu'il s'est fait remarquer pour des talents de kung-fu. Lors d'un match en Angleterre contre un supporter de Crystal Palace. Ça, je connais. Et ça, même, je le regarde, même quand je n'ai pas une émission à préparer avec toi. Voilà. Le fameux... Le coup de kung-fu en plein match. Ouais. Et donc, il n'y a pas ces 3 joueurs stars blancs, même si 2 d'entre eux sont d'origine, enfin le nom le dit, d'origine non française. L'expression est mal trouvée, mais bon. Et donc, on est pendant cet Euro 96 et Jean-Marie Le Pen, à l'occasion de petites rencontres très amicales dans ces mairies frontistes, les premières mairies frontistes, donc ces petites rencontres entre fachos, en effet, se lance dans une diatribe contre l'équipe de France, s'amuse à prendre l'équipe de France et les joueurs de l'équipe de France comme cible, comme ne représentant pas correctement la France, comme étant des étrangers que l'on fait venir, que l'on paye cher pour faire venir en France. Et il s'attarde aussi, en effet, sur ce chant, sur la Marseillaise. Je les regarde pendant la Marseillaise et je vois leur visage fermé, la bouche fermée, leur visage hostile parfois. Or, quand on regarde, et je me suis amusé parfois à faire des petits montages comme ça, dans les années 50, l'équipe de Copa, dans les années 60, l'équipe de Beretta, dans les années 70, 80, l'équipe de Platini, on voit les joueurs qui ne chantent pas la plupart du temps,
qui ne chantent pas la Marseillaise. Ils doivent un peu Très concentrer, rare. en fait. Très rare chantent la Marseillaise. Alors, il y a la part sportive. Déjà, il faut bien saisir que le cérémonial des matchs internationaux vient interrompre le mouvement qu'il y a entre l'échauffement musculaire et le début du match. Donc il y a ces 5 minutes qui finalement refroidissent le corps, mais ils doivent en effet se concentrer sur le match. Et puis il y a un autre phénomène. Notre génération, lorsqu'il y avait des cérémonies au monument aux morts, ne chantait pas par-dessus la fanfare. Ça aurait été un blasphème républicain que de chanter là où la fanfare joue. Et lorsqu'on regarde encore aujourd'hui les cérémonies du 14 juillet ou plutôt du 11 novembre et que la fanfare joue, les officiels ne chantent pas la Marseillaise. Non pas parce qu'ils détestent la Marseillaise, mais ça ne se fait pas. Donc là, en fait, Jean-Marie Le Pen a eu le talent de pointer... La perversion. Oui, mais c'est du talent à ce niveau-là. Ouais, ça reste de la perversion. Aussi. Ouais. De pointer quelque chose qui n'existait pas, un problème qui n'existait pas, au point quand même de l'infiltrer comme ça dans les esprits. Et là, on a une manifestation de la lepénisation des esprits qui est extraordinaire, parce qu'on en est arrivé quand même, lorsqu'il y avait des périodes de crise, de doute autour de la qualité sportive et humaine de certains joueurs, on en est arrivé à obliger les joueurs à apprendre la Marseillaise. Et aujourd'hui, on va avoir le regard pointé justement sur ces joueurs pour bien vérifier que ces représentants, peut-être issus des cités qu'on qualifie souvent de très mauvaise façon, bien vérifier que ces représentants, ils connaissent la Marseillaise. Ouais, comme tu dis. Ouais, ça me désole. Alors, je vais peut-être te décevoir, je vais peut-être décevoir celles et ceux qui nous écoutent, mais on va un peu passer sur les matchs de cette Coupe 98. Mais voilà, les gens, achetez ce bouquin et vous aurez des récits absolument, comme vous pouvez les voir, truculents, avec tout un tas d'éléments sur les matchs. Je vais aller à la victoire. Parce que la photo, la victoire finale. Parce que la photo que tu as choisie, c'est la fête au soir de la victoire. On va voir cette photo, donc c'est la foule sur les champs. Le nom de Zidane qui s'inscrit d'ailleurs pas complètement, hein, il manque des lettres, Oui. mais on comprend que c'est Zinedine Zidane et cette fête Champs-Élysées complètement envahie. Il n'y avait pas eu de fête de cette ampleur avant cette coupe. Depuis la Libération, probablement pas. Et non, je veux dire même pour un match, quoi. Pour le football, il y a quand même eu une belle fête pour les Stéphanois lors de leur défaite en finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1976. On vient de célébrer les 50 ans de cette finale perdue. Mais non, il n'y avait pas eu de manifestation de cette ampleur-là. Moi, cette photo, elle m'intéresse, bien sûr, parce qu'il y a le nom de Zinedine Zidane, le beurre, sur l'Arc de Triomphe, mais aussi en pendant à une autre photo que je t'avais envoyée, celle de 2018, parce qu'on a deux interprétations, deux regards différents qui sont portés sur ces célébrations. Avec 98, tout se passe bien, c'est merveilleux, c'est l'union populaire, et l'union de toute la nation derrière son équipe de France qui a réussi avec tout ce qui participe du mythe Black Blamber. Et c'est vrai qu'il y a eu une communion nationale, il y a eu cette impression qu'il y avait une communion nationale, là où en 2018, on voit les gamins de banlieue, et c'est l'image de Misérables, l'affiche du film, du film Misérables, avec déjà en arrière-fond tous les ressentiments, toutes les accusations, les stigmatisations que l'on peut avoir à l'égard de ces enfants des cités, d'une part, et puis d'autre part avec un bus. Le bus, là, alors on le voit pas, c'est pas celui-ci, hein, bien sûr. Le bus de 98, le lendemain, va mettre plusieurs heures et va avoir du mal à remonter les Champs-Élysées. Là où en quelques minutes, ce sera fait en 2018. Ouais, et dans le bus, il y a un agent de sécurité qui s'appelle Benalla. Ouais. Qui empêchera certainement je ne sais pas si tu as gardé l'image, mais qui empêchera certainement le président en place, le jeune Emmanuel Macron, de tirer tout profit de cette victoire en Coupe du Monde. Ouais. Moi, je me souviens bien de ce moment-là, et j'avoue que je voulais qu'on s'arrête sur cette image parce que
au moment où je préparais cet entretien, je venais de lire que le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il n'y aurait pas de fan zone pour la finale de la Ligue des Champions, renouvelant l'interdiction qu'il avait déjà. On dit proféré, une interdiction ? Bof. Comment on dit ? Qu'il avait prise. Qu'il avait prise, ouais, t'as raison. Donc l'année dernière, en juin 25, en espérant que d'abord en espérant la victoire pour ceux qui seront contents de la victoire, et en espérant surtout qu'il n'y aura pas 500 arrestations et des blessés comme la dernière fois. Mais bon, voilà, ça me permettait en fait, en plus de te poser une question un peu vaste, mais tu es libre d'y répondre en choisissant l'accroche que tu veux sur le lien entre foot, sécurité, répression, etc. Enfin, tout le moment anti-supporter. Voilà. Si tu avais des choses à en dire. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je ne sais pas si je vais beaucoup développer, mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est sécurisation du match de football dans une enceinte qui est fermée a priori, c'est un excellent laboratoire pour tout ce qui sert ensuite, et entre autres pour les NAS, lors des manifestations. On a là un formidable laboratoire, législatif également, pour les interdictions de stade et compagnie. Donc, personne ne va rien dire sur le foot. C'est pas sérieux, c'est pas des vrais supporters, ils n'ont qu'à pas faire ça, etc. Bon, il y a des groupes de supporters ultra qu'on laisse plus facilement passer que d'autres. Faut voir un petit peu la couleur. Lesquels faudrait aller voir un petit peu certaines couleurs politiques, mais c'est aussi au club parfois de faire le nettoyage. Mais c'est évident que oui, il y a quelque chose du laboratoire. Oui, ce que disent tous les chercheurs et toutes les chercheuses en histoire du maintien de l'ordre, surtout en sociologie du maintien de l'ordre. Enfin, Jobard, il le montre très bien, que ça a été un laboratoire. Alors, restons encore sur 98. Tu dis aussi, il y a plein de trucs à dire sur 98 en même temps. Tu dis aussi que lors du quart de finale, le président de la République et le Premier ministre, donc le président de la République à ce moment-là, c'est Jacques Chirac, le Premier ministre, c'est Jospin, et ils sont allés voir les Bleus dans les vestiaires. On est en pleine cohabitation, Chirac vient de se prendre dans la gueule, il a perdu les législatives, bon, manifestement il a un truc à jouer, et donc il va le jouer, pas que, mais à ce moment-là. Est-ce que tu peux raconter ce moment-là ? Ce qui est très drôle quand même de la part de Jacques Chirac, c'est qu'il ne connaissait absolument rien au foot, jusqu'à demander à ses conseillers pourquoi les deux équipes n'avaient pas la même couleur de maillot. Donc on est quand même dans une méconnaissance bien plus profonde que la tienne. Sur le football. Moi, j'ai préparé une émission. Toi, tu as préparé. Lui, il n'avait même pas préparé. Et bien sûr, il y a l'image qui revient lorsque les joueurs de l'équipe de France, champions du monde, sont reçus à l'Élysée, ou même au début du match, au début de la finale. On a ces images de Jacques Chirac qui marmonne vaguement, qui bouge vaguement les lèvres lorsque leurs noms sont annoncés, parce qu'il ne connaît pas leur nom. Donc, il y a ce côté usurpateur de Jacques Chirac qui est assez fascinant quand même, parce que c'est lui qui récolte prioritairement les fruits de ce succès. Certainement 98 l'a aidé à redorer son blason. Comme tu le disais, en 97, il perd honteusement les élections à la suite de la dissolution complètement ratée. Comme quoi, les dissolutions, il faut peut-être comprendre que ce n'est pas toujours une bonne idée. Et en 98, ce roi fainéant, parce qu'il était considéré ainsi, redevient populaire parce que l'image de l'équipe de France retombe sur ses épaules. Et il y a quelque chose aussi d'excessivement sincère, bien qu'incompétent en la matière sportive. Jacques Chirac, dès le début, va rencontrer, dès le début de la compétition, va rencontrer l'équipe de France en disant on va y aller, ça va marcher, quoi. Enfin, il n'y a pas une récupération tardive, si ce n'est que c'est la récupération quand même, puisqu'il n'y connaît rien. Là où son Premier ministre, il connaissait certainement davantage. Ouais, alors que lui, Jospin, il est très sobre. Il fait affaire.
Ouais. Il gère les affaires. Alors, forcément, ce lien entre exécutif, foot, récupération politique nous fait faire un petit saut dans le temps, même si après on reviendra en arrière. Et nous allons voir la photo de Macron 2018, stade Louzhniki, on dit comme ça Louzhniki. Voilà, vous pourrez le voir. Il a fait tomber la veste. Il fait un geste de victoire. Et on voit dans la tribune Poutine. Alors, on ne voit pas que Poutine. On voit aussi Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a remis il y a peu le prix Nobel de la paix, le prix de la paix de la FIFA à un certain Donald. Et puis on voit au premier plan Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui est tombé il y a quelques années à la suite de comportements très inadaptés à l'égard, entre autres, de la gente féminine. Donc il n'y a pas que Poutine. Et ce jeune chevalier blanc, dans sa chemise immaculée, célébrant, instinctivement, un but de l'équipe de France de football, bien sûr sans aucun montage. Emmanuel Macron est fan de foot, il l'a toujours dit. Il y a de fortes possibilités pour qu'il ait été sincère pour une fois. Cette photo-là, elle est quand même très significative d'un moment particulier. On est en 2018, ça fait 1 an que ce jeune président porte encore un espoir, parce que certains y ont cru quand même dans ce... certains y ont cru dans cette arnaque. Et justement, cet espoir, peut-être que c'est la Coupe du Monde qui y met fin, d'une certaine façon. Ce que je te disais tout à l'heure, Benalla dans le bus qui remonte très rapidement les Champs-Élysées pour être absolument à l'heure pour le prime time et finalement qui prive les supporters qui étaient présents de leur bleu, de leur champion du monde. Ça a pu aussi avoir une petite influence. À la fin de la semaine, Benalla, on apprend ce qu'il a fait lors des manifs précédentes, quelques semaines auparavant. Et puis, 6 mois après, il y a les Gilets jaunes. Peut-être que cette image, justement, c'est le rêve évanoui de sa puissance. Comme tu dis. Alors, les décennies, donc je reviens un petit peu en arrière, avant 2018, les décennies 2000, en gros, début 2000, sont très clairement pas les plus faciles pour l'équipe de France. C'est les affaires de VSS, donc violence sexuelle. La question du fric devient assez dingue. L'image de l'équipe, des joueurs, est de plus en plus négative. C'est aussi un contexte que saisissent les racistes, à nouveau, pour attaquer les joueurs non blancs. C'est un moment de conflit entre les joueurs et leur entraîneur. Entraîneur que, alors ça j'ai trouvé et j'ai adoré, Cantona a appelé l'entraîneur, donc Raymond Domenech, l'entraîneur de foot le plus nul depuis Louis XVI. Cantona n'était plus joueur de l'équipe de France. Non, mais c'est parce que c'est Louis XVI. C'est Louis XVI. Voilà. Tu vois, l'historienne s'est dit « Oh, c'est rigolo !» Ouais, bon. Mais parce qu'elle rigole sur des petits trucs comme ça, l'historienne qui te... Bon, bref, c'est le moment de la France en quart. Alors, pas en quart de finale, mais... en quart, on va le voir avec cette une de l'équipe. Je me souviens très bien de la gueule de mon copain de l'époque quand il a vu cette une. Et voilà, je voulais qu'on s'arrête là-dessus, d'autant que, et tu en parleras peut-être, il y a un documentaire Netflix qui vient de sortir sur cette séquence importante, qui je pense a marqué pas mal de gens aussi. Je spoil un peu, mais moi ce que j'ai absolument adoré dans ton bouquin, c'est que tu le traites sous l'angle du conflit du travail, et que je ne l'avais jamais vu traité comme ça, et que je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je voulais partager ça à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment, pas le seul bien sûr, mais moi ça m'a passionné. Alors, je reprends un petit peu les reprends choses. l'histoire, parce que peut-être tout le monde ne sait pas. Donc, France-Mexique, deuxième match de l'équipe de France en Coupe du Monde, après un premier qui s'est soldé par un résultat nul. Ça marche pas. On est en 2010, en Afrique du Sud. On est en phase de poule. Et l'équipe est entraînée par Raymond Domenech, qui n'a pas une communication évidente, toujours compréhensible, ou en tout cas qui n'est pas considéré comme très communicant. Et
Donc pendant la mi-temps de ce match contre le Mexique, l'entraîneur et son joueur cadre, son attaquant clé, Nicolas Anelka, se prennent la tête. Bon, voilà, le jeu ne fonctionne pas, ok. Et Nicolas Anelka, apparemment, répond un peu vivement à Raymond Domenech. T'as qu'à la faire, ton équipe, ça marche pas. Bon, voilà, c'est tout. Ce qui, dans un vestiaire, peut toujours arriver. Raymond Domenech décide de sortir Nicolas Anelka et de le remplacer par André-Pierre Gignac. Et le match continue et l'équipe de France perd. 2 jours plus tard, l'équipe titre avec une qui est extrêmement violente, un ciel très noir. C'est celle que tu m'avais proposée au début. C'est celle que je t'avais proposée. 2 visages fermés, celui de Nicolas Anelka et celui de Raymond Domenech. Et un titre, va te faire enculer, c'est le fils de pute. Voilà. Donc extrêmement violent comme une, avec une dramaturgie de la couverture qui est assez exceptionnelle. La polémique enfle immédiatement, alors que l'équipe de France est mal aimée à ce moment-là, alors que le gouvernement s'est amusé aussi à jouer sur la polémique. Quelques semaines avant, on a une Ramayad, qui est la secrétaire d'État au sport, qui s'amuse à critiquer la valeur de l'hôtel, des chambres, des suites qui sont prises, ça coûte trop cher. Et puis, très vite, le Canard enchaîné révèle que Ramayad, en fait, a sa propre suite qui est beaucoup plus chère que celle des joueurs dans un autre hôtel. Mais bon, voilà, on a cet embrouillamini, ce brouillard permanent autour de l'équipe de France de football qui est la cible facile parce que sportivement, ça va pas, parce qu'on s'est qualifié de façon un peu honteuse grâce à une main de Thierry Henry, alors que la main, c'est l'absolu interdit en foot. Bon. Sauf quand c'est la main de Dieu. C'est pas la main de Dieu, c'est la main du diable. Ouais. Dans ce cas-là, enfin, bref, ça va pas. Et donc, pour éviter la polémique, la Fédération française prend une décision radicale, à savoir, on renvoie immédiatement Nicolas Anelka dans ses foyers. On le renvoie du groupe. Alors, Nicolas Anelka n'est pas l'employé à proprement parler de la Fédération française. On n'est pas dans le cadre tout à fait social de l'employeur-employé, mais il est quand même sous responsabilité de la Fédération française. Il est renvoyé ainsi injustement, puisqu'il n'a pas dit ces mots-là. Ça ne s'est pas passé ainsi. On a renforcé la dramaturgie autour de cette altercation de vestiaire. Oui, il y a une responsabilité du journal. Il y a une responsabilité de la presse, et puis une responsabilité du politique, qui se saisit de tout cela pour peut-être aussi... servir d'écran de fumée, alors qu'il y a des choses qui se passent au même moment autour des subprimes, autour des décisions liées à la crise économique. Bon, peu importe. Et donc, les joueurs qui se retrouvent sans un des leurs décident, à l'occasion d'un entraînement public, de ne pas donner leur image lors de cet entraînement. Ils n'ont pas refusé de s'entraîner, ce sont des joueurs professionnels. Donc ils s'entraînent, évidemment, mais ils n'ont pas donné leur image qui aurait profité à qui ? À la Fédération française de football. Il ne faut pas oublier, même si ça a été très maladroit, ils le disent eux-mêmes aujourd'hui, qu'ils ont été maladroits dans leur choix, dans leur pratique. Il ne faut pas oublier d'abord qu'ils sont descendus du bus dans un premier temps. Ils sont allés signer des autographes, ils sont allés faire des selfies, des photos avec les petits gamins du township de Naïsna. Et ils sont ensuite remontés dans le bus quand c'était le moment de donner leur image sportive à la Fédération française. Qu'est-ce que tu veux dire par donner leur image ? Donner leur image. Ils sont l'image de la Fédération à ce moment-là. Et dès lors qu'ils veulent protester contre une décision qu'ils estiment injuste, un renvoi injuste de leurs camarades, de leurs collègues. Oui, ce qui se fait dans une boîte quand on renvoie. Ce qui fait dans une boîte, voilà. Et même si c'était au-delà de l'image, même si ça avait été un mouvement de refus du travail, bon voilà, on a juste un mouvement social, mais qui est rendu extrêmement compliqué parce qu'il y a tout ce jeu politique, tout ce jeu médiatique, et puis
ce que tu disais aussi pour ouvrir les années 2010, toutes ces accusations autour du trop d'argent, autour des scandales liés au sexe, liés à l'affaire entre autres Zaya. Bon, il y a tout cela qui fait que on peut plus avoir un regard serein sur l'équipe de France à ce moment-là. Maintenant, moi, quand je discute avec quelques joueurs qui ont participé à ce mouvement-là, moi, ce qu'ils me disent, oui, on a fait une connerie, on a été maladroit, ok. Mais ils me disent aussi qu'ils s'entendaient bien avec leur entraîneur, leur sélectionneur, que ce sont des choses qui arrivent dans le vestiaire et qu'ils n'ont pas compris les dirigeants qu'ils ont considérés un petit peu comme des amateurs en matière de direction fédérale à ce moment-là. C'est surtout cela qu'ils me disent. Aujourd'hui, on a donc un documentaire Netflix Toi, tu l'as vu ? qui vient de sortir. Je ne l'ai pas vu parce qu'il faudrait s'abonner à Netflix. Ah oui. Et moi, je n'ai pas envie. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu la présentation qui en était faite par les réalisateurs et par le réalisateur et un journaliste. Et on part de l'idée, du présupposé que c'est de toute façon une honte, que c'est une marque indélébile sur l'image de la France, sur l'image du foot français, sur l'honneur de l'équipe de France. Rien que ça fait que je n'ai pas obligatoirement très, très envie de regarder quelque chose qui est excessivement monté. Et apparemment, la preuve en est, c'est que Raymond Domenech, qui a livré ses carnets d'entraîneur à cette équipe de réalisation, a immédiatement dénoncé dès qu'il a vu le parti pris qui avait été pris. Ah oui, ça, j'avais pas vu ça. Par le réalisateur. Okay. Bon, voilà, ça n'a pas l'air d'avoir un très grand sérieux scientifique. Non, ok. Dac. Mais je reste prudent. Oui, mais de toute façon, tu l'as pas. Oui. Moi non plus. Moi, j'ai vu Moi, j'ai fait les montages INA. J'ai regardé. Moi, tu vois, c'est mon réflexe d'historienne. Je regarde. Donc, j'ai eu Le Pen. J'ai eu le film qu'a fait la petite vidéo qu'a fait l'INA sur cette période et qui m'a l'air plutôt bien fait. En tout cas, ça c'était pas aussi réfléchi et pas aussi intéressant que la façon dont tu le présentes, mais on sentait que, il y avait des éléments qui, voilà, c'est pas à charge du tout. Ouais. Et justement, ils insistent beaucoup sur quand ils sortent avant pour signer les autographes, c'est très clairement, montré. Ils disent que dans le documentaire, Salvagrave dit qu'on apprend que c'est faux les insultes. Encore heureux, parce que là, ça ferait quand même... De toute façon, maintenant, on sait que c'est faux. Ouais. Ça a été dit par Nicolas Anelka, ça a été dit par Raymond Domenech, il y a plusieurs années déjà. Ouais, donc on peut plus, voilà. Ouais. Alors, là aussi, je vais être un peu obligée d'accélérer, mais il y a, sur les années plus récentes, cela dit, j'avais assez envie que tu nous parles de l'affaire des quotas. Parce que ça aussi, ça me semble quelque chose d'important à rappeler. Moi, j'avoue que j'avais un peu oublié, et ça m'est revenu dès que je l'ai lu, hein, mais ça me semble important de le rappeler un peu, cette affaire. On est en 2011, il y a une réunion au sein de la direction technique nationale autour du recrutement des joueurs et de leur formation, et sortent des propos autour du trop-plein d'un certain type de joueurs que l'on aurait tendance à former, un certain type de profil qui ensuite ne se retrouve pas dans l'équipe de France. Donc en gros, on dépense de l'argent pour former les joueurs des équipes adverses. Et donc pour empêcher ce mouvement-là, il faudrait procéder à des quotas, donc sous-entendu bien sûr ethnique, puisque c'est grand, black, baraqué, à des quotas qui permettraient ainsi d'éviter de former ce type de joueurs. Donc une maladresse au sein d'une réunion qui arrive sur ce lit de polémique. Laurent Blanc avait été mis là comme sélectionneur. Parce que maintenant, on a Domenech, c'est fini. Domenech, c'est fini. On a mis Laurent Blanc, champion du monde, vice-capitaine de l'équipe championne du monde, pour redorer un peu le blason, et il se prend les pieds dans le tapis avec cette affaire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire sur les dernières années, les années de Deschamps? Parce que c'est ce sur quoi on t'interroge très souvent dans les autres. Là, moi, comme j'avais envie d'avoir une perspective historique, ça reste un peu à la fin. Et puis, je sais que... je me souviens de l'heure à laquelle il faut que ça s'arrête. Donc, si je te dis juste, vas-y, qu'est-ce que tu voudrais dire sur les années de Deschamps?
que c'est probablement la meilleure équipe du monde. C'est ce que c'est le titre de ton chapitre. Alors, au-delà juste de la période Didier Deschamps, c'est depuis 1998, c'est la meilleure équipe du monde. 4 finales de Coupe du Monde, 2 de gagnées, aucune de perdue, puisque les 2 autres se sont joués au tir au but. Donc c'est un match nul. Une équipe menée par Didier Deschamps qu'on a accusé, qu'on a insulté en disant qu'il avait de la chance, la chatte à Dédé. Didier Deschamps a pu me montrer la photo qu'il avait prise d'une chatte, en effet, en Russie, mais c'est pas ça qui fait remporter la Coupe du Monde. C'est juste le succès lié à la révolution de la fin des années 60-70, avec la mise en place d'une formation aboutie, d'une formation solide. Le succès également de ce maillage territorial qu'incarne le football français, que réalise le football français. Si on faisait attention à nos quartiers, à nos cités, autant que le monde du football fait attention, mais on aurait des trésors formidables, on aurait des prix Nobel à tire-larigot, et on aurait le nouveau roman du 19e siècle au 21e siècle. On aurait des artistes incroyables. Voilà, le football français, le football est présent partout en France, et en particulier dans ces quartiers qu'on isole très souvent. Qu'on méprise très souvent. Et ce football des années Deschamps, finalement, c'est la réussite aussi de ces quartiers-là. Faut pas oublier que l'Île-de-France est aujourd'hui le plus gros fournisseur de joueurs de haut niveau au monde, devant São Paulo. Donc c'est quand même une référence en la matière. Et la preuve en est quand même que c'est une équipe incroyable, que les années Deschamps, ça réalise quelque chose d'incroyable. C'est que la plupart des Français seraient excessivement déçus si l'équipe de France n'atteint pas au minimum les demi-finales, et qu'on parlerait d'échec si elle n'atteint pas les quarts de finale, et que ce serait quasiment un scandale si elle ne franchit pas les poules lors de la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Thomas Meunier, qui est un défenseur belge, disait il y a 2 mois que dans l'équipe de France, il y a de quoi faire 3 équipes championnes du monde. Voilà, on en est à ce niveau-là, de la réussite d'une formation, de la réussite d'un sélectionneur qui a collé avec son époque, qui a su gérer contre vents et marées cette équipe qui était vraiment sujet de polémique, qui était victime qui était une cible facile. Il a su faire avec. Il a su dépasser cela. Voilà. Maintenant, je ne suis pas très objectif. Ouais. Ouais, c'est le plus grand champion de football qu'on ait eu. Alors, j'ai une question que je voudrais te poser parce qu'en fait, elle m'a été posée sur une liste WhatsApp à laquelle j'appartiens et qu'on m'a demandé de te poser une question. Eh bien, vas-y. Eh ben, donc, voilà. La question, je te la lis telle qu'elle. Je discutais avec un enseignant en histoire du sport du cas Zidane. Selon lui, le joueur sur le terrain était loin d'être aussi lisse que son image publique. Il me citait 40 cartons rouges, là où Benzema, qui a une très mauvaise image publique, n'en a quasiment jamais eu. Pourquoi l'un est sanctifié, là où l'autre est vu comme une racaille ? Parce qu'entre-temps, on a eu 2001 et on a eu 2005. On a eu un regard qui est posé sur une partie de notre communauté nationale, une partie de notre population qui n'est plus le même, qui incarnait qui se manifestait peut-être avec un peu plus d'espoir dans les années 90 malgré les émeutes. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire 2001, c'est 11 septembre, et 2005, c'est la mort de Ziad Ebouna et les émeutes. Exactement. Enfin, les révoltes. Moi, je préfère 2001, dire la révolte. Alors, c'est le 11 septembre, mais c'est aussi le match arrêté de France-Algérie, qui devait être la fête à Zidane. Et on a ce regard de plus en plus suspicieux à l'encontre d'une partie de nos compatriotes. Voilà, je pense que c'est cela. Et puis, un regard suspicieux et cynique, parce que lorsqu'on reproche à Karim Benzema d'être trop religieux, on ne le reproche pas dans le même temps à Olivier Giroud, qui a toute sa valeur aussi. Il a tout à fait le droit d'avoir ses convictions religieuses, mais ce ne sont pas les mêmes. Pour toi, c'est un signe du racisme et de la xénophobie, et de l'islamophobie ambiante, quoi. Alors, islamophobie, je ne sais pas, mais racisme, oui. Oui. Alors, quelques petites questions rapides à la fin. Ton joueur préféré ? C'est très compliqué. Hein. Ouais, je sais.
Très compliqué. Est-ce que mon joueur préféré doit être éternellement le joueur qui était mon idole quand j'étais enfant? Peut-être. Alors, c'est qui? Ah, il y en avait plusieurs. Il y a Jean-Paul Bertrand de Man, Ouais. gardien de but, qui se C'est sûr, tu fracasse m'avais le envoyé dos en une affiche 78. platine, Oui, c'est l'image. Panini. Ouais, c'est Panini. Désolée, j'ai pas tout Mais- gardé, non, hein, bah mais non, parce tu que. peux pas. Mm. Il y a Marius Trésor également, qui m'empêche à tout moment d'être raciste. Parce qu'une de mes idoles de jeunesse, bah, il est noir. Comment pourrais-je aduler un joueur noir et être raciste? Malheureusement, Faut si être c'était si sacrément simple, absurde, hein. bah, il y en a plein. Faut être malheureusement. idiot Ouais. pour en venir là. Ouais. Il y aurait Omar Sanoun, dont la mort m'a marqué quand j'étais enfant, mort à l'entraînement. Il y a plein de joueurs comme ça, et puis il y a tous ceux aussi qu'on peut rencontrer ensuite, qui sont extrêmement attachants, vivants. Voilà, et je crois que sur les 950 joueurs de l'équipe de France de Ouais, c'est football, difficile. bah, il y a 950 qui sont mes préférés, quoi. Ouais. Ton sélectionneur préféré? En termes de qualité, c'est évidemment Didier Deschamps. Ouais, on avait compris. Évidemment. J'aime beaucoup Gaston Barraud, celui qui a la plus longue carrière en sélection. C'est quelle période? 1919-1958. Ok. Là aussi, c'est très difficile. Bien sûr, Michel Hidalgo, c'est le sélectionneur de mon enfance. Aimé Jacquet, c'est notre premier titre. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas réussi aussi, qui pouvaient être des sélectionneurs intéressants. Donc, voilà. Ton capitaine préféré? Jean Barat. Alors, donne Robert les années, Jonquet, parce que tu vois, les moi, années 50, 60, Ouais. 40-50, pardon. Étienne Matler, années 30, quand même. Étienne Matler, il y a un match en Italie, les tifosi ont hué l'équipe de France, et en particulier Larbi Ben Barek, qui est un joueur noir. Résultat, après le match, les joueurs se retrouvent dans un bar, un restaurant, et là, sur la table, la légende veut qu'Étienne Matler se mette à entonner la Marseillaise à tue-tête, repris par ses partenaires. Bon, ça a de la gueule, en plus résistant ensuite. Bon, il y a plein de capitaines aussi. Marius Trésor, encore une fois. Marius Trésor. Et quand tu as un match que tu re-regardes, c'est lequel de l'équipe de France? Si je regarde un match de l'équipe de France, c'est pour travailler dessus. Ouais. Donc, Alors, c'est pas obligatoirement pour le plaisir. ok, pour le plaisir. Pour le plaisir, je ne regarde pas le match, Non. ça se vit en direct. Voilà, et ça se vit de préférence en direct. Bon, alors, ton match préféré vu en direct? Le plus beau match de l'équipe de France, c'est probablement pour moi France-Brésil en 1986 en Coupe du Monde. Ok. Je l'ai pas vu celui-là. Non, c'était le moment Et où... beaucoup me diront non, c'est France-Belgique en 84. Bon, moi c'est France-Brésil. Aussi, putain, je l'ai vu, je me rappelle. Et pour faire chier les gars, je disais que j'étais pour le Brésil. Ça me revient là. Voilà. Mais oui, mais bon, en même temps, quand on t'exclut d'un truc, t'essaies de faire chier les autres. T'as bien raison. Dernière question. Prochain livre? Prochain livre. Certainement une galerie de portraits. Une galerie de portraits? Ok. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas dit, sur lequel tu voudrais insister en termes de cette émission? Parce que moi, voilà, c'est mon prisme, mais je voudrais pas que tu sois frustré. Méfions-nous de l'instant présent. Méfions-nous Wow. des apparences et critiquons toujours. Ok. D'accord. Ça, c'est la une de l'équipe où... Non, on est dans un tel bain d'immédiateté lorsqu'on parle de football que c'est toujours bon de poser les choses, d'avoir un côté supporter dans un championnat, à savoir que parfois on a des défaites, parfois on a des victoires, et une saison peut être moins riche qu'une autre, mais ça reste du football, ne pas surinvestir le poids du football, et en même temps garder un peu de cette philosophie du supporter au long cours. Tu vas bien sûr regarder la Coupe du Monde, Évidemment, même si c'est en Amérique. même aux États-Unis. D'accord. Oui. Ok. Alors pour terminer, d'abord juste pour me faire un peu plaisir, une petite image des Bleus, les filles. On se refait pas. Oh. Ah. Alors est-ce que tu as vu qu'il y a une vidéo qui commence, on voit des joueurs de foot, on reconnaît des joueurs de l'équipe
de France la sélection masculine, avec un commentaire qui dit, qui parle d'eux. Et puis en fait, on se rend compte, alors c'est une IA, donc forcément c'est pas bien, mais que en fait c'est l'équipe de France féminine qui joue. Et pour casser le discours, les filles jouent moins bien que les mecs. Tu l'as vu cette Alors, je n'ai pas vu cette vidéo et c'est une IA, donc c'est pas bien. Ouais, je sais. En revanche, le sens, il faut regarder. C'est une qualité sportive qui n'a rien à... Mais tu sais que moi, résultat, je regarde. Ah, mais il faut. Ouais. Enfin, il faut. Non, si on apprécie le foot, moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder l'équipe féminine. Et d'autant plus que ce n'est pas mon terrain de recherche. Ouais. Donc, je peux le regarder gratuitement. Tiens, c'est vrai, ça me fait penser à une question. Est-ce que, des fois, ça t'empêche d'en profiter vraiment, de travailler dessus ? Est-ce qu'être historien, ça t'empêche vraiment de profiter des manifs ? Non, mais je ne travaille pas sur les manifs. Quand tu as un mouvement social, dans la vie quotidienne, nous sommes historiens, c'est notre plus gros handicap, mais c'est notre plus grande qualité. Donc regarder un match, je vais le regarder de toute façon avec le regard d'un historien, mais je reste supporter et je peux te garantir que j'ai pris beaucoup de déplaisir hier à voir la défaite de mon cher LOSC face à Auxerre, mais j'étais dans le stade et je n'ai pas pensé histoire. Parce que toi, c'est LOSC. Moi, c'est le LOSC. Toi, c'est LOSC, ok. D'accord. Je m'en souviendrai. Moi, c'est le LOSC. Eh bien, à toutes et à tous, d'abord à toi, merci beaucoup. Vraiment. Merci à toi, Mathilde. Pour tout ça. J'aurais aimé continuer, mais je sais que tu as un repas après, donc c'est important, les enfants. Exactement. Et surtout, merci, parce que les photos, tu me les avais envoyées. Certaines, je voyais pourquoi, d'autres pas du tout. Donc, c'était. Et c'est des choses qui sont pas toutes. Il y a des choses qui sont dedans, mais d'autres que tu as rajoutées. Donc, merci 1000 fois. Pour celles et ceux qui nous écoutent, la prochaine émission du passé, faisons table basse. Ça tombe bien parce que on sera plutôt dans l'ambiance communiste, puisque je vais inviter 2 historiens, que des mecs. Des fois, je fais que des filles, mais là, c'est que des mecs. Mais parce que je peux pas non plus inviter 1 milliard de personnes là, quoi. Il est un peu court quand même, ce canapé. Mais pour l'histoire mondiale des fronts populaires. Parce que voilà, on est les 90 ans, on en a parlé un peu, la grève, le foot en 36. Et je termine en rappelant, comme je l'ai fait au début, que Au Poste ne vit que grâce à vous, grâce à vos dons. Donc abonnez-vous, aidez-nous. Voilà, ça fait un peu genre je vais chercher la thune, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'indépendance, c'est ça en fait. Donc merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui s'abonnent, suivent, diffusent, donnent. On a besoin de vous. Pas un truc à rajouter ? Non, merci. Eh ben, c'est super. Salut tout le monde ! Et bon match la prochaine fois. Bon match. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les usages. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Qu'avons-nous fait au poste ? On m'a donné la parole. C'est essentiel, on ne nous donne pas la parole. Nous, c'est toutes les victimes, en général. Des confidences. Et puis, à un moment donné, un moment de vérité. J'espère que ce matin, nous avons fait en sorte de ne plus être seuls sur cette question. On a pris un temps long, et le temps long, à mon sens, est une arme contre le pouvoir. J'allais dire, on a respiré, tout simplement. C'est un temps extrêmement précieux. Dans ces flux d'informations, c'est important de pouvoir prendre le temps.
On a éclairé quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et c'est pas mal déjà d'en discuter. Faire tomber un petit peu les masques aussi et les préjugés. On a parlé de sujets dont j'avais pas forcément eu l'occasion de parler. Nous avons librement parlé et ça fait du bien. Nous avons pris le temps de parler et ça c'est non seulement un luxe mais ça n'existe plus. On a parlé de quelque chose dont on parle trop peu à mon sens et on a essayé de décortiquer une situation très complexe. C'est un lieu d'abord où on a le temps, on peut s'exprimer et en même temps tout peut être dit. Un lieu comme ça, ça n'a pas de prix. Oh, vous pouvez faire des dons, les amis. Qu'avons-nous fait au poste? Elle est bien ta question. C'est à toi de me le dire. C'est bien qu'il y ait des lieux de débat intellectuel et qui ne soient pas trop institutionnels, c'est encore meilleur.